L'homme versa de la poudre fluorescente dans une bouteille de Sprite et la mélangea soigneusement. Un visage souriant, invisible à l'œil nu, apparut soudainement sous la lumière ultraviolette. Il enduisit une ancienne pièce de monnaie, d'une valeur d'1 million, puis l'envoya anonymement au directeur du plus grand musée local. Lorsque le directeur reçut cette rare pièce antique, il la prit dans ses mains sans méfiance pour l'examiner. Peu après, l'un des coéquipiers de Cage entra dans le musée, caméra en main, prétendant filmer au hasard, alors qu'en réalité, il utilisait un rayon laser pour activer le capteur thermique dissimulé sous la vitrine d'exposition. En apprenant la nouvelle, le directeur se précipita au coffre pour vérifier la situation, et en tapant le code sur le clavier, il y laissa involontairement les traces de la poudre fluorescente sur les touches. Une fois le directeur entré dans le coffre, le coéquipier de Cage se faufila dans la salle des serveurs du musée. Là, il découpa le conduit de protection des câbles, y introduisit un petit contrôleur préparé à l'avance et se connecta aux lignes du système de vidéosurveillance. Pendant ce temps, Cage, déguisé en technicien de maintenance, entra dans le musée sous prétexte de vérifier le système de sécurité. Une fois dans les toilettes, il se débarrassa de son uniforme pour se fondre dans la foule comme un simple visiteur. Profitant d'un instant où quelqu'un serrait la main du directeur, Cage saisit discrètement le verre que ce dernier tenait et échangea le sien contre celui-là. Ainsi, il obtint un verre portant uniquement les empreintes digitales du directeur. Il se rendit ensuite dans les toilettes, sortit un petit flacon d'agent révélateur et en imbiba un coton médical. Sous l'effet des vapeurs, les empreintes du directeur apparurent nettement. Cage enfila alors un faux pouce en silicone et en reproduisit l'empreinte, prêt à l'utiliser pour activer l'ascenseur menant au coffre-fort. S'ouvrit sans encombre. Mais Cage ne relâcha pas sa vigilance. La ronde de sécurité devait repasser dans 8 minutes. Grâce à la lampe UV, il repéra les lettres marquées par la poudre fluorescente sur le clavier. Son coéquipier, depuis l'extérieur, utilisa ces lettres pour décrypter la combinaison du coffre. La lourde porte d'acier de 10 tonnes s'ouvrit lentement. Au moment où il allait s'emparer de la déclaration d'indépendance, son coéquipier perdit soudain le signal vidéo. Pris de court, Cage n'eut pas le temps de démonter le cadre de sécurité. Il emporta donc le document avec le cadre complet. Mais alors qu'il attendait l'ascenseur, la porte de secours d'en face fut brutalement ouverte. 3 rivaux, armés et décidés à voler le document, surgirent. Cage réagit rapidement, et pour protéger le secret caché au dos de la déclaration, un secret d'une portée inimaginable, il dissimula le document contre lui dans l'ascenseur. Alors qu'il quittait discrètement le musée, le directeur le remarqua. Mais, à la surprise générale, ne l'arrêta pas. Lui aussi voulait savoir si la légendaire carte au trésor existait réellement. Cage conduisit donc le directeur jusqu'à sa base secrète, où ils étalèrent le document sur une table. À l'aide de coton imbibé de jus de citron, ils appliquèrent la solution sur le dos de la déclaration, exploitant le principe chimique de révélation par réaction acide. Mais même après l'avoir entièrement humidifié, rien n'apparut. C'est alors que le père de Cage lui suggéra d'essayer autre chose. Il souffla doucement sur le papier, et soudain, d'étranges symboles se dessinèrent. Leur joie fut de courte durée. Le document étant volé, il devait agir vite. Cage appliqua davantage de jus de citron et utilisa un sèche-cheveux pour accélérer la réaction. Ils recopièrent toutes les données, mais constatèrent qu'il ne s'agissait pas de coordonnées géographiques, plutôt de paramètres liés à la conception du dollar américain. Intrigué, Cage prit un billet et observa son verso à la loupe. Il remarqua que l'illustration du mémorial de l'indépendance indiquait l'heure 2h22, exactement comme les chiffres du code. Lorsque l'aiguille atteignit 22 minutes, Cage regarda vers le sol. L'ombre de la tour pointait directement une haute muraille. À l'aide d'un couteau, il retira le ciment, sortit la brique et découvrit à l'intérieur une paire de lunettes antiques à double lentille, d'une valeur inestimable. En les portant et en regardant la déclaration, il vit apparaître une image 3D colorée, révélant différentes indications selon l'angle et la teinte des verres. Mais avant qu'il ne puisse suivre les indices, les forces spéciales surgirent et arrêtèrent Cage, l'accusant du vol de la déclaration d'indépendance. Condamné à la prison à vie, il fut escorté par un convoi policier, jusqu'à ce que leur communication soit soudain brouillée. Un hélicoptère passa au-dessus d'eux, couvrant la scène de son vacarme. Profitant du chaos, un homme chauve approcha Cage et lui chuchota « À 100 mètres, sous l'eau, quelqu'un t'attend ». Bien qu'incertain, Cage plongea et faillit s'asphyxier avant qu'un inconnu vêtu de noir ne le saisisse, lui mette un respirateur et l'entraîne à grande vitesse sous l'eau à l'aide d'un propulseur. Lorsqu'il remonta à la surface, il découvrit que son sauveteur n'était autre qu'un ancien rival, Wang Mao. Ce dernier avait appris que le trésor caché contenait d'innombrables richesses, mais n'avait jamais trouvé les indices nécessaires. Il avait donc risqué sa vie pour libérer Cage des forces de l'ordre. Puis après avoir découvert que Cage connaissait l'emplacement exact du trésor, Wang Mao fit capturer son père et ses coéquipiers, le forçant à coopérer. Sous la contrainte, Cage mena le groupe dans les sous-sols de l'église Trinity de New York. Là, ils découvrirent une crypte ancienne, où selon la légende, se trouvèrent des richesses infinies. Mais lorsqu'ils ouvrirent un cercueil, le corps du défunt tomba soudain, signe funeste du destin à venir. Malgré la peur, ils s'engouffrèrent dans le tunnel étroit du tombeau, et furent stupéfaits d'y trouver un vaste sanctuaire souterrain, illuminé par d'anciennes torches et dominé par une gigantesque salle funéraire. Cage alluma un grand flambeau, révélant toute la splendeur du lieu. Mais sur cette route vers le trésor, les dangers guettaient à chaque pas, et le groupe de 7 aventuriers ne tarda pas à se réduire à 6. Tandis que l'escalier s'effondrait,
3 autres le suivirent de près et sautèrent à leur tour dans le monde charge, relativement sûr. Heureusement, une poutre transversale, placée au milieu de l'escalier, accrocha par hasard la corde reliée à l'arrière des planches, leur sauvant la vie de justesse. Mais la planche vacillante pouvait à tout moment s'effondrer de nouveau. Quelle malchance! C'est alors qu'au bord du désastre, le père de Kaiki trouva une solide corde de chanvre, leur permettant de se tirer d'affaire sans encombre. Mais lorsqu'ils atteignirent enfin le fond du tombeau, ils ne découvrirent que quelques fresques endommagées, pas la moindre trace du trésor légendaire en or et en argent. Furieux, le blondinet entra dans une rage folle. Il voulait les abandonner là pour qu'ils meurent de faim, estimant qu'ils ne faisaient pas partie de la même équipe que Kaiki et les 4 autres. L'escalier étant détruit, le monte charge manuel était désormais leur seule issue. Kaiki remarqua soudain un interrupteur dissimulé, un mécanisme secret. Une porte de pierre scellée depuis des siècles s'ouvrit lentement. Une fois entrés, la scène qui s'offrit à eux les laissa sans voix. Devant leurs yeux se trouvait le trésor tant recherché. Au-dessus d'eux se trouvait également la sortie tant rêvée. Finalement, ils emportèrent tout le trésor et gravirent les marches vers la lumière, accédant ainsi au sommet de leur destin. Quant à Kaiki et au directeur, ils vécurent dès lors une vie heureuse et paisible.